Nous accueillons avec grand plaisir Henri Seppi, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste de la poésie du XIXe siècle. Il a notamment publié Poésie vacante en 2008 et Théorie et poétique de la prose en 2012. Il a aussi édité Les Misérables de Victor Hugo dans la collection de la Pléiade en 2018. Il va nous parler aujourd'hui de l'incertitude d'Éric, matière constituant son prochain livre qui s'intitule Baudelaire, la passion des images et paraîtra dans la collection Quarto chez Gallimard en 2021. Bonjour à tous et merci infiniment de m'accueillir. J'en suis très heureux, très honoré. Je voudrais d'abord, évidemment, dans ce préambule, remercier le professeur Tsukiyama de l'université Keio qui a eu la gentillesse, l'amitié de m'inviter. Merci à vous, chers collègues, ainsi que la Société japonaise de langue et littérature française qui donc m'accueille aujourd'hui pour ce congrès. Et j'en suis très touché, d'autant plus que j'avais eu l'occasion une première fois de participer à cette réunion des enseignants de littérature et de langue française du Japon, à l'invitation du professeur Nakaji. C'était à l'époque, je me souviens, à l'université sur le campus de Shiba. Et donc j'en ai gardé un très bon souvenir. Je regrette évidemment de ne pouvoir être parmi vous physiquement pour converser et vous serrer la main, mais sachez que de tout cœur, je suis avec vous. Alors, comme vous l'avez dit, chers collègues, la conférence d'aujourd'hui porte sur ce que j'ai appelé l'incertitude lyrique. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas pour moi de proposer une nouvelle théorie du lyrisme. Mon point de départ sera beaucoup plus modeste. Il prendra appui sur un constat dont il me faudra me demander, chemin faisant, s'il possède quelque pertinence et surtout s'il est de nature à éclairer les enjeux de la poésie moderne après 1850. Ce constat, c'est celui que j'ai décidé d'appeler, si vous voulez, synthétiquement, la certitude lyrique. Et vous le savez, il procède de l'examen approfondi que Baudelaire propose de la poésie de Théodore de Banville, poésie dont il s'emploie en 1861 à dégager le caractère dominant. Et cette dominante, si vous voulez, est, selon Baudelaire, d'être résolument, profondément, viscéralement lyrique. Et il écrit dans ce texte de 1861, dont je vais parler un peu désormais, il écrit la chose suivante: la faculté principale de Banville, sa grande originalité, dit-il, sa gloire, sa marque de fabrique, c'est la certitude dans l'expression lyrique. La certitude dans l'expression lyrique. Ce texte de Baudelaire est à mes yeux capital parce que en 1861, en fait, pour être plus exact, au mois d'août 1861, c'est-à-dire quelques mois après la publication de la deuxième édition des Fleurs du Mal, qui est publiée en février de la même année, Baudelaire offre une tentative suivie de définition de la poésie lyrique et présente un effort non moins accompli de clarification des grandes tendances de la modernité poétique. C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que je retiens cet article de Baudelaire aujourd'hui, car en esquissant les lignes de fuite d'une théorie de la poésie après 1850, Baudelaire met en place un cadre de référence précis et propose des éléments d'appréciation remarquables que je vous invite, si vous voulez, à ranger
sous une catégorie symétriquement opposée à la première, qui pourrait être donc la catégorie de l'incertitude lyrique. Alors, je ne reviendrai que très rapidement sur les principaux arguments de Baudelaire dans son entreprise de caractérisation du lyrisme de Banville. Je m'attarderai plus longuement, inversement, sur ce qui, à l'arrière-plan de ce tableau d'une apothéose grandiose de l'auteur des Stalactites, forme la batterie des raisons adverses, la réserve des idées, en somme, qui donne sens, pertinence à l'incertitude lyrique, définie comme un mode du dire et du faire poétique après 1850, c'est-à-dire précisément à compter des Fleurs du Mal. Car ce que relève Baudelaire, non sans une charge d'ironie un peu malicieuse, c'est le caractère somme toute obsolète de la poésie de Banville, qui est louée ici comme sur le seuil du tombeau. Baudelaire pense la poésie comme une suite de moments, et on peut dire qu'à l'âge des convictions idéalistes, à l'âge de la foi originelle, a succédé pour lui l'époque du soupçon et du relatif. Une poésie des contraires, voire une poésie de la contradiction, prend son essor là où dominait et où encore semble triompher, selon le jeu des apparences, bien sûr, une poésie apothéosée, lumineuse, certaine et célébrative. En somme, Baudelaire diagnostique quelques troubles au royaume du lyrisme. C'est donc en suivant le fil rouge de l'incertitude au revers des valeurs et des vertus que Baudelaire n'hésite pas à attribuer à Banville que nous pourrons nous donner quelque chance de mesurer la portée historique d'une poésie du mal, conçue non plus comme le prolongement raffiné de je ne sais quel programme satanique, mais au contraire comme l'affirmation problématique d'une négativité déstructurante dont on voit bien qu'elle n'est pas étrangère à la marche même de la poésie en général, comme forme de représentation des réalités humaines. Alors, le tableau que Baudelaire brosse de l'état lyrique chez Banville, et qu'il publie donc dans la revue fantaisiste le 1er août 1861, doit être abordé d'abord comme une contribution à la méthode critique de Sainte-Beuve. Car n'oublions pas que l'auteur des Lundis est cité par Baudelaire dès les premiers paragraphes de son article. Je cite donc Sainte-Beuve, cité par Baudelaire, pour deviner l'âme d'un poète, ou du moins sa principale préoccupation, écrit Sainte-Beuve, cherchons dans ses œuvres quel est le mot ou quels sont les mots qui s'y représentent avec le plus de fréquence. Le mot traduira l'obsession, écrit Sainte-Beuve, et Baudelaire donc fait sien ce principe critique. Il va donc se mettre en quête du noyau séminal de la création poétique chez Banville. Il ambitionne, pour le dire avec d'autres mots, de cerner l'étimon spirituel, pour reprendre la formule des herméneutes, qui marque la continuité naturelle entre l'esprit créateur et l'œuvre qu'il engendre. Or, cet étimon, ce noyau, si vous voulez, ce mythe obsédant chez Banville, s'organise autour du motif rayonnant de la lyre et de ses dérivés, lyrique, lyrisme, etc. Ce choix n'est pas anodin dans la mesure où il ne procède pas vraiment d'une enquête critique appliquée à l'œuvre de Banville. Il vaut d'abord comme identifiant ou interprétant
donnant accès à la compréhension d'un moment de la poésie, dont d'ailleurs Baudelaire ne manque pas d'historiciser la séquence. Il est vrai que Banville ne recule pas devant l'emploi du mot lyre ou lyrique, qu'il tente à élever au-dessus des autres formes et des autres instruments propres à l'expression littéraire. Et il est encore moins contestable que pour Banville, la lyre se prête à tout. Il n'est rien, en tout cas, dont elle ne puisse s'emparer avec brio et qu'elle ne parvienne à magnifier. Sans doute, Baudelaire s'est-il souvenu de ce que l'ode, chez Banville, en particulier, bien sûr, dans les odes funambulesques, est devenue la forme maximale de l'expression lyrique moderne, dans son intention et dans son extension d'ailleurs, au point, comme l'écrira Banville dans le petit traité de poésie française, quelques années plus tard, qu'elle est devenue toute la poésie moderne, toute la poésie moderne. De plus, à propos de ces pièces des odes funambulesques, Banville fait observer qu'il s'agit de poèmes satiriques mêlés de lyrisme, dit-il. Satire, ajoute-t-il, si ingénieusement mêlée de lyrisme. Tout semble indiquer donc que le lyrisme constitue le liant, le principe d'unification et, en somme, la colonne vertébrale du credo poétique fondé en nature. Car Baudelaire met en lumière, dans son enquête, deux axes essentiels, la nature et la croyance, qui sont en fait, selon lui, à la source de ce qu'il appelle la certitude dans l'expression lyrique, si caractéristique de Banville. Alors, si vous voulez bien, regardons ces deux points. Tout d'abord, la nature et la croyance. Alors, la nature, ou plus précisément, le principe de naturalité qui établit encore une fois un lien continu, organique presque, entre le poète et son langage, entre le génie et son œuvre. Il y a une forte solidarité, si vous voulez, entre le sujet et le verbe qu'il exprime. Voilà qui justifie, dans l'article de Banville, l'ensemble des formules qui louent la puissance jaillissante de la parole lyrique, sa force exclamative, son élan d'extériorisation. Bien, je n'insiste pas, vous connaissez ce texte, qui rhétoriquement emprunte la voie du vocatif, on va dire. Il s'agit toujours, dit Baudelaire, de vérifier l'accord parfait qui soude l'exubérance de la nature primitive du poète avec le langage et avec le monde. Cette concordance à trois termes, cette coïncidence miraculeuse, forme sans doute le socle de la certitude lyrique et l'aliment principal, inaltérable, de ce que Baudelaire appelle l'intensité de vie qui fait l'âme chantante et légère et qui traduit à travers les belles heures de la vie, si vous voulez, l'ardente vitalité spirituelle, écrit Baudelaire, dont est capable le génie poétique. Donc il y a là des choses magnifiques, un texte très, très beau que je ne résiste pas à la tentation de lire. Donc le voici ce qu'écrit Baudelaire. Il y a, en effet, écrit Baudelaire, une manière lyrique de sentir. Les hommes les plus disgraciés de la nature, ceux à qui la fortune donne le moins de loisirs, ont connu quelquefois ces sortes d'impressions si riches que l'âme en est comme illuminée, si vive qu'elle en est comme soulevée. Tout l'être intérieur, dans ces merveilleux instants, s'élance en l'air par trop de légèreté et de dilatation, comme pour atteindre une région plus haute. Bon, voilà, cette naturalité
est renforcée encore, comme vous l'aurez remarqué, par l'affirmation d'une transitivité totale entre la manière lyrique de sentir et la manière lyrique de parler. Le dire, le discours, si on veut, est tout entier irrigué, innervé par ces sensations contenues dans les heures de la vie où, dit Baudelaire, on se sent le mieux vivre. Vous aurez bien sûr reconnu dans cet état d'exception le moment de grâce, cet allègement de l'être spirituel qui le rend maître et possesseur de lui-même, tel que Baudelaire l'évoque par exemple dans les premières pages des Paradis artificiels, qui est contemporain, véritablement contemporain de cet écrit sur Banville. Mais il ne l'évoque que pour mieux en constater la rareté et en révéler la situation ordinaire de pénurie, si vous voulez. Chez Banville, au contraire, il y a abondance, il y a vivacité constante, tonicité permanente, santé inaltérable du moi et du langage. Voilà qui scelle une exigence de transparence, voire de vérité, comme l'écrit Baudelaire, puisque par là se voit conforter, je le cite, la vraie réalité, c'est-à-dire la nature propre du poète. Donc, vous voyez, il y a un premier point essentiel qui repose en effet sur ce concept, sur cette idée de nature, nature. Le génie naturel, c'est quelque chose qui traverse tout le romantisme et qui, évidemment, vient aboutir dans la logique historique de Baudelaire chez Banville. Et cet aboutissement est sans doute aussi une fin. Le deuxième point, c'est celui de la croyance, comme je l'ai dit. Il y a la nature et la croyance. La croyance, donc, à la nature primitive du poète s'ajoute ce que Baudelaire appelle les convictions lyriques. Les convictions lyriques. Et nul doute que le principe de cette foi repose sur une passion particulière que Baudelaire résume d'un trait lorsqu'il dit de Banville qu'il est amoureux du surhumain. Amoureux du surhumain. À savoir que la croyance prévaut en lui que la poésie a le devoir d'élever l'homme au-dessus de sa propre humanité, de le diviniser, pour ainsi dire, de l'apothéoser, c'est un mot qui revient sous la plume de Baudelaire à propos de Banville, l'apothéoser dans un mélange de gloire et de lumière, écrit Baudelaire. En somme, selon Baudelaire, le génie de Banville tient à cette conviction inébranlable que le Verbe sauve et embellit, rachète et magnifie dans un mouvement qui porte toujours vers le haut. Et il invite par là à ne regarder le réel que comme existant, dit Baudelaire, dans un monde supérieur. Que comme existant dans un monde supérieur. C'est pourquoi donc le poète, guidé par les principes de la croyance au lyrisme total, n'hésitera pas à descendre des hauteurs où il a coutume de séjourner jusqu'aux derniers étages de la réalité quotidienne afin de se mêler à ce que Baudelaire appelle le courant de la vie ambiante. Mais la certitude lyrique est telle qu'elle ne se laissera pas infléchir ou détourner par ce courant de la vie ambiante. Au contraire, c'est elle qui aura raison de la grotesquerie perpétuelle de la bête humaine, comme l'écrit si bien Baudelaire. Et alors je vous lis rapidement ce passage de l'article de Baudelaire, où il écrit « Le poète sait descendre dans la vie, mais croyez que s'il y consent, ce n'est pas sans but et qu'il saura tirer profit de son voyage. De la laideur et de la sottise, il fera naître un nouveau genre d'enchantement. Il fera naître un nouveau genre d'enchantement. » Bien. Donc, nul doute que dans la logique de Baudelaire, dans la perspective critique qui est la sienne,
Le point de référence, si vous voulez, le point de mire, restent les odes funambulesques de 1857, qui constituent une sorte d'acmé dans la poésie banvillienne. C'est véritablement le moment fantaisiste brillant chez Banville, l'art lumineux par lequel les contradictions de l'existence peuvent être dénouées, surmontées. Il y a bien sûr les ressources et les gratifications propres à cette poésie satirique, à cette poésie parodique, à cette poésie légère, et qui est une forme, en effet, d'allègement de l'existence. On serait tenté de renverser, évidemment, toutes les topiques circonscrites par Baudelaire dans cet article et leur opposer terme à terme les valeurs euh, contraires, hein, que Baudelaire sous-entend pour établir une relation nouvelle, un principe renversé, si je puis dire, qui serait celui de l'incertitude lyrique, signe d'un temps marqué par les symptômes aggravants de l'impureté, du mélange des tons, du brouillage des genres, de la perversion des catégories esthétiques. Bien, vous avez reconnu là le diagnostic que fait Baudelaire de son époque à la force, donc à la force vitale du lyrisme primitif succède la subtilité, fruit de ces surimpressions et de ces emprunts entre les arts et les formes d'expression. C'est très exactement le constat que fait Baudelaire lorsqu'il écrit dans l'article « Si on jette un coup d'œil général, dit-il, sur la poésie contemporaine et sur ses meilleurs représentants, il est facile de voir qu'elle est arrivée à un état mixte d'une nature très complexe, un état mixte, hein, une nature très complexe, le génie plastique, le sens philosophique, l'enthousiasme lyrique, l'esprit humoristique s'y combinent et s'y mêlent suivant des dosages infiniment variés. La poésie moderne tient à la fois de la peinture, de la musique, de la statuaire, de l'art arabesque, de la philosophie railleuse, de l'esprit analytique, etc. Donc il y a une sorte de, voyez, une multitude d'ingrédients dont participe l'enthousiasme lyrique. Il n'est plus la dominante, il est mêlé à une espèce de, voilà, de composante, si vous voulez, qui est très très hybride. Alors ce tableau de la poésie moderne que présente Baudelaire, suffit-il à récuser la bonne foi naïve d'un Banville, dernier des Mohicans, pour ainsi dire, hein, d'une tribu poétique en voie d'extinction? La question peut sembler oratoire et l'enjeu purement dialectique, mais il est autrement plus pertinent et plus sensible dès lors que l'on garde à l'esprit le fait que 1861 signe la parution des Fleurs du Mal et dans les suites immédiates de cet événement, de cette publication, vous le savez, l'épreuve d'un nouvel épisode de dépression chez Baudelaire. Plus que jamais, l'heure est à l'atonie, comme il le confie d'ailleurs lui-même à Poulet-Malassis dans une lettre du 20 novembre 1861, dont je vous lis un extrait. Baudelaire écrit « Depuis assez longtemps, je suis au bord du suicide. Et ce qui me retient, c'est une raison étrangère à la lâcheté et même au regret. » Alors je passe quelques lignes. « Depuis 2 mois surtout, ajoute Baudelaire, je suis tombé dans une atonie et une désespérance alarmante. Je me suis senti attaqué d'une espèce de maladie à la Gérard, allusion bien sûr, Gérard de Nerval, à savoir la peur de ne plus pouvoir penser ni écrire une ligne. » Alors, l'aile de l'imbécilité ne l'a pas encore effleuré, du moins on peut le supposer, mais on sent qu'elle plane au-dessus de lui. Ce n'est plus l'élan de l'envol, l'essor lyrique, ce temps de l'élévation poétique est bel et bien révolu et il semble que l'article sur Banville, qui sera publié quelques mois plus tard, apparaît comme une tentative de forclusion de l'illusion native de la poésie, du moins d'une poésie qui rédime, qui rachète,
et qui soit comme un acte de sauvegarde existentielle. En somme, il n'y a pas, pour le dire autrement, de positivité absolue, plus de souveraineté incontestable attachée à l'exercice de la poésie comme discours porteur de sens et voué à représenter le mystère de la vie. Le temps de l'incertitude ouvre une nouvelle ère du lyrisme qui tient moins sans doute à l'état de mixité souligné par Baudelaire qu'à un certain reflux de la croyance dans la poésie comme remède et à un dire, à une façon d'écrire, à une façon d'énoncer, à une poétique également en position de retrait et de rupture. Car il faut se rappeler toute la portée de la formule de Baudelaire, la certitude dans l'expression lyrique, où on peut entendre à la fois la certitude qui légitime et fonde l'expression lyrique comme seule réalité, et la certitude qu'on applique, qu'on instille dans le discours lyrique, tout donnant à penser que ce qui est lyrique est ce qui est affirmé ou dit d'une certaine manière, que le lyrique est en fait une façon de dire, un mode du dire, qui relève en somme des arts du langage et de ce que nous pourrions appeler, en suivant l'exemple de Baudelaire, une poétique générale de l'effet. Alors, rappelons-nous ce qu'écrit le philosophe Ludwig Wittgenstein dans son livre, enfin le recueil des réflexions intitulées De la certitude. Je cite la remarque numéro 30 de Wittgenstein qui écrit « La certitude est comme un ton de voix selon lequel on constate un état de fait, mais on ne conclut pas de ce ton de voix que cet état est fondé. » C'est comme un ton de voix, dit-il, hein, et il souligne le comme, bien sûr. Hein. Certitude est une façon d'accentuer, de dire. La certitude lyrique, donc, noue un lien de forte dépendance, de connaturalité entre ton de voix et état de fait, entre diction et réalité, si bien que la représentation et l'expression, pour reprendre deux grands concepts de la théorie littéraire, la représentation et l'expression sont indissolublement mêlées, celle-ci décidant de celle-là et l'instituant comme seul horizon du sens, comme seule réalité. L'incertitude lyrique à laquelle Baudelaire semble nous engager, comme à une seconde époque du moderne, doit d'abord se comprendre comme une définition particulière du geste poétique, un geste de déliaison entre ces deux plans de la poétique, créant ainsi un trouble, un écart, une non-concordance embarrassante. Alors, je reviens par un petit détour philosophique. J'ai cité tout à l'heure Wittgenstein, qui est un philosophe du XXe siècle, un philosophe du langage du XXe siècle. Je cite cette fois un philosophe contemporain de Baudelaire, Charles Renouvier, qui, dans un chapitre de son ouvrage intitulé Essai de critique générale en 1859, se consacre à la question de la certitude. Il se demande ce que c'est que la certitude. Renouvier donc, est dans la ligne du kantisme, si vous voulez, et il se pose ces questions-là. Et il écrit « Que se passe-t-il qui explique cet état de suspension de l'esprit où les pensées semblent impuissantes à s'arrêter et à se fixer comme représentatives d'une certaine réalité ?» Il pose cette question qui nous donne une très bonne définition de ce que nous appelons l'incertitude. L'incertitude, c'est bien cela, c'est ce moment où, eh bien, nous constatons une impossibilité foncière à établir un lien équilibré, harmonieux, cohérent entre nos pensées et le réel. En somme, c'est la rupture des grands principes de la philosophie rationaliste de Descartes, par exemple, si nous nous en tenons bien sûr à la tradition française,
C'est à Descartes que nous devons, vous le savez, la première démarche rationnelle, méthodique, dans la recherche des voies de la certitude philosophique et qui pose effectivement les problèmes que nous connaissons, le cogito, etc. Bon, mais je ferme cette parenthèse philosophique pour revenir à des objets plus littéraires. Mais vous voyez, c'est de cela dont il est question tout de même. Hein. Banville, donc, pour Baudelaire, parvient à rassembler, hein, à réunir, à tenir la pensée et le réel, la représentation et le monde. Et c'est en cela que Banville, pour Baudelaire, est lumineux. C'est le mot qu'il emploie. Théodore de Banville n'est pas matérialiste, écrit Baudelaire, il est lumineux. La poésie livrée à l'incertitude, en somme, la poésie contemporaine dont Baudelaire nous dit sans le déclarer ouvertement qu'il est le plus digne représentant, si je puis dire. Hein. Cette poésie donc sera plus confuse, en demi-teinte, en défaut d'unité et de cohérence, toujours en perte de gravité et de centralité par rapport aux impératifs de figuration et d'énonciation. Alors, il est bien sûr sans doute temps d'illustrer très rapidement par l'exemple cet aspect si décisif et si déroutant de l'écriture de Baudelaire. Je ne serai pas très long, je donnerai quelques indications, qu'on se rappelle succinctement, par exemple, le poème 24 des Fleurs du Mal, dans lequel l'énonciation se construit selon une gradation paradoxale visant à fonder la passion amoureuse dans le double jeu de la cruauté et de la distance. Hein. Bien, vous vous souvenez de ce texte qui commence par ce vers magnifique « Je t'adore » à l'égal de la voûte nocturne, etc. Et je poursuis, « Et t'aimes d'autant plus, belle, écrit Baudelaire, que tu me fuis, que tu me parais, ornement de mes nuits, plus ironiquement accumuler les lieux qui séparent mes bras des immensités bleues, etc. » Bien. Donc, il y a une sorte de jeu sur les paradoxes qui peuvent effectivement être aussi le trait baroque de la poésie de Baudelaire, mais qui attestent quelque chose dont nous pouvons dire avec une certaine relative assurance qu'il est symptomatique, hein, si vous voulez, de cette déliaison dont je parlais. Le deuxième exemple, le poème 50 des Fleurs du Mal, Ciel brouillé, où cette fois, c'est l'objet même qui se voit affecter des traits de l'incertitude, suggérant donc une identité problématique, multiple et déroutante, appelée à se dissoudre dans une nappe étale de blancheur. Donc, je lis très rapidement ces quelques vers de Ciel brouillé. Donc, on dirait ton regard d'une vapeur couvert, ton œil mystérieux, est-il bleu, gris ou vert, alternativement tendre, rêveur, cruel, réfléchit l'indolence, la pâleur du ciel. Bien, donc, il y a un trouble qui s'instaure immédiatement, qui est un trouble de la réalité, si vous voulez, hein, qui tient ici effectivement à l'incertitude devant laquelle nous sommes placés, de pouvoir déterminer, de pouvoir fixer, comme disait Renouvier, hein, nos concepts, nos idées et les objets auxquels ils renvoient. L'édition de 1861 des Fleurs du Mal comporte une section, vous le savez, une grande partie inédite, les tableaux parisiens, dans laquelle Baudelaire s'est aventuré sur un terrain qu'il sait être, sinon périlleux, du moins étranger aux bornes et aux routines de la poésie. Un lyrisme nouveau, dépersonnalisé. Il laisse entendre ses notes dissonantes, grinçantes, ironiques, si vous voulez, en même temps que s'accuse entre les modes du dire et les objets le fossé. On rappellera la confidence faite à Morel à propos de Fantômes parisiens, cette lettre de la fin du mois de mai 59 qu'on cite souvent. Je crains bien, écrit Baudelaire, d'avoir simplement réussi à dépasser les limites assignées à la poésie. De quel dépassement peut-il s'agir? Alors, bien sûr, d'une extension du domaine poétique, peut-être,
d'une transgression des normes formelles, et en particulier des usages métriques et strophiques propres à la poésie lyrique traditionnelle, sans doute aussi. Mais je crois que ce dépassement est plus profond encore, il vise cette certitude poétique dont nous avons parlé, dont il est question chez Banville, et que Baudelaire identifie également ailleurs, par exemple chez Victor Hugo, mais appliquée cette fois à l'alliance du vers de la poésie, si vous voulez, et de la morale. Alors je vous renvoie à la grande lettre à Hugo du 27 septembre 59, dans laquelle Baudelaire écrit « J'ai dépassé », et vous retrouvez le même verbe, hein, j'ai dépassé la théorie généralement exposée par vous de l'alliance de la morale avec la poésie. La visée donc énonciative du poème, selon Baudelaire, se réoriente substantiellement à partir d'une poésie du mal ou du négatif, c'est-à-dire qui comporte ses propres contradictions, qui se nourrit de ses propres contradictions et pense son procès en termes de limites et de dépassement. Hein, je retiens ce verbe dépasser qui revient très très souvent sous la plume de Baudelaire. Si la solidarité du dire et du sentir fondait chez Banville une expression marquée au sceau de la certitude, la déliaison constatée chez Baudelaire inaugure en revanche le régime de l'incertitude en poésie à la lumière d'une rhétorique profonde, pour reprendre sa formule, irriguée par les courants contraires de la passion et de la réflexion, de l'affirmation et de la négation, bref, ces jeux, si vous voulez, qui sont les jeux du paradoxe, si vous voulez, chez Baudelaire. Bon, et qui sont aussi les jeux de la contradiction, hein, puisque vous le savez, et ce n'est pas un hasard si Baudelaire y insiste, hein, un goût supérieur, écrit Baudelaire, nous apprend à ne pas craindre de nous contredire nous-mêmes. Un goût supérieur nous apprend à ne pas craindre de nous contredire nous-mêmes. On ne compte plus, évidemment, les critiques, observateurs occasionnels ou commentateurs qui ont jugé Baudelaire, son œuvre poétique, pour être plus exact, à l'aune d'un critère faisant valoir précisément la contradiction, le jeu des contraires, la dynamique des tensions conflictuelles, toute une réception, si vous voulez, hein, de la poésie de Baudelaire s'est construite, a cristallisé autour de ces questions-là. Alors, Claudel, par exemple, hein, dont vous connaissez la célèbre formule à propos de la langue des fleurs du mal, hein, et qu'il définit comme un extraordinaire mélange du style de Racine et du style des journalistes de son temps. Hein. Donc, de Racine au journalisme, il y a effectivement plus qu'un écart, hein. C'est un dénivelé considérable. Bon, donc, ce mélange-là, cette hybridité dont Baudelaire avait diagnostiqué la présence dans la poésie moderne, devient, sous la plume des critiques, une espèce de trait dominant, une espèce de lieu commun. Hein, bon. Et il n'est pas rare que cette incertitude dommageable soit rapportée à une nature, à une idiosyncrasie, pour dire les choses avec un concept du début du XXe siècle, comme bien des anecdotes et des confidences peuvent le suggérer, notamment celles que Léon Daudet ne manque pas de rappeler. À l'heure du centenaire de Baudelaire, en 1921, Léon Daudet rappelle que Nadar, il cite Nadar, hein, Nadar le déclarait à la fois charmant et infernal. Hein, séduisant au possible et quinteux comme un chat sauvage, brutal et délicat selon les heures. Bien, on voit de quoi il s'agit, c'est donc l'homme des humeurs. Hein. Mais Baudelaire l'avait dit lui-même dans une note, n'est-ce pas, réservée aux préfaces futures des Fleurs du Mal, lorsqu'il dit « j'ai mes nerfs, mes vapeurs hein. ». Bon, c'est l'homme des humeurs, en somme. Cette variabilité, un peu, cette inconstance, si vous voulez, si elle peut paraître symptomatique d'un effritement des assises de la volonté, comme pourraient en témoigner les réflexions contenues dans les feuillets Hygiène, si vous voulez, révèle autre chose qu'on pourrait légitimement comprendre comme une oscillation irrésolue, un battement sans solution entre les voies positives, affirmatives de l'art
et les détours toujours affolants de l'analyse, les atermoiements de la raison poétique livrée à ses impossibilités, livrée à ses apories. Il semble donc tout à fait légitime, tout à fait licite d'avancer aujourd'hui la question suivante. Et de rappeler peut-être que l'une des grandes plaies du drame poétique chez Baudelaire tient à ce que nous serions tentés d'appeler la maladie de la volonté. Le premier, sans doute, il a installé la conscience de soi de la poésie dans une espèce de jeu paralysant, générateur d'une réflexivité critique profondément contradictoire. Les derniers textes de Baudelaire, enfin ce qu'on appelle traditionnellement le dernier Baudelaire, si vous voulez, pour reprendre une caractérisation propre à la lecture qu'en fait Steve Murphy, par exemple, le dernier Baudelaire, lecteur assidu d'Emerson, est en quête d'un cheminement de pensée, d'une conduite de vie, conduct of life, c'est le texte d'Emerson, qui soit aussi une manière de réforme intérieure, morale et psychologique, destinée à renouer avec la confiance en soi, self-reliance. Tout conspire à reconduire inlassablement Baudelaire au seuil de ce qu'il nomme si justement le gouffre, ou plutôt la sensation du gouffre, qu'on peut comprendre ici comme cette irrésistible attraction du vide intérieur, de la vacuité en soi, par quoi toute certitude est sinon abolie, du moins suspendue. Ce dont manque Baudelaire écrivain, et qu'il ambitionne de reconquérir par une méthode appropriée, c'est ce qu'il appelle, je le cite, la frénésie journalière. Cette activité qui, dans l'ordre du temps ordinaire, donne le sentiment d'être et de pleinement exister. D'éprouver son être sur le mode de la certitude, en vérité. S'il aspire donc à une nouvelle hygiène fondée sur un décalogue personnel, il scrute aussi du côté des écrivains qui pourraient lui donner l'exemple de cet affermissement tant espéré de la volonté créatrice et le mettre ainsi sur la voie de ce que j'appellerais une morale du style. Une morale du style. Alors, il y a eu, bien sûr, dans les années 50, Edgar Poe, qui a été le grand initiateur, si vous voulez, de la première morale du style. Et puis, il y a, et on a tendance parfois peut-être à l'oublier un peu, il y a, bien sûr, Théophile Gautier, à la fin des années 50 et au début des années 60. Au tournant, disons, de 59-61, Gautier est très présent. C'est l'artiste qui illustre aux yeux de Baudelaire le type du poète sûr de sa volonté, possesseur d'une maîtrise absolue et bien évidemment riche de cette faculté de, je cite, répondre à la nécessité de chaque minute. Répondre à la nécessité de chaque minute. C'est ce qui le fait, je cite Baudelaire encore, un des maîtres les plus sûrs et les plus rares en matière de langue et de style. Donc c'est l'article de la revue Fantaisiste du 15 juillet 61. Donc nous sommes vraiment, vous voyez, dans un climat, un contexte, je dirais, qui est celui de Banville, celui de l'article sur Banville, 61. Bon. Mais c'est bien sûr la grande étude de 59, pour la promotion de laquelle Baudelaire sollicite, vous le savez, le soutien de Victor Hugo. C'est bien sûr donc à cette étude-là qu'il faut revenir pour voir se dessiner avec netteté les lignes de force d'une pensée de l'écriture ordonnée aux catégories mêmes de la certitude, celles-là même dont Baudelaire constate en même temps qu'elles lui font cruellement défaut. Alors je n'en ferai pas ici l'inventaire détaillé, mais je retiendrai par exemple comme preuve de cet art certain qu'il recherche, certains de ses visées, certains de ses moyens, etc., le principe d'exactitude. Voilà, une connaissance de la langue
qui n'est jamais en défaut, dit Baudelaire de Gautier. Et il ajoute le sens du mot juste, du mot unique, à quoi il faudrait ajouter l'aptitude à tout dire, à couvrir en extension et en profondeur la totalité des idées et des sentiments. Et Baudelaire ne manque pas de rappeler le propos de Gautier, hein, tout homme qu'une idée si subtile et si imprévue qu'on la suppose prend en défaut n'est pas un écrivain. L'inexprimable n'existe pas. L'inexprimable n'existe pas. Bon, voilà l'exactitude, hein, comme qualité, si vous voulez, propre à cette morale du style qui serait une façon de renouer avec la certitude, de retrouver ce qui manque finalement. Hein. Mais il y a une autre qualité du style chez Gautier que Baudelaire ne manque pas de louer, c'est l'énergie concise de son langage. Je cite le texte de Baudelaire, l'énergie concise de son langage. La formule est extrêmement précieuse parce qu'elle place le dire dans la ligne de l'énergie, de la force de l'effet. Nul doute que cette caractéristique ne soit une des propriétés fondamentales de la certitude poétique, moins déterminée par cet état exagéré de vitalité qu'on avait chez Banville que par la double exigence de la concision et de la condensation. Concision et condensation font ce que Baudelaire appelait déjà chez Edgar Poe la concaténation des idées, hein, donc l'enchaînement, si vous voulez, l'enchaînement des choses. Voilà. Il ne me semble pas discutable, par conséquent, que les poèmes en prose, et plus particulièrement d'ailleurs la prose même du Spleen de Paris, relèvent d'une entreprise de resserrement des moyens de l'écriture, dépouillée des scories du lyrisme, de la rime et du vers, bien sûr, d'abord, mais aussi d'autres formes du lyrisme en prose, pour viser à une brièveté suggestive et offensive. Mais je ne relève cet aspect, qui a été souvent analysé et commenté, que pour indiquer qu'il est le point d'appui d'une tentative de reprise, de reconquête, hein, du sujet et du langage dans un climat poétique qui, par ailleurs, est plutôt réputé défavorable parce que dépareillé et hautement critique. Et c'est bien ce que retiendront ceux qui, vous le savez, s'inscriront dans le sillage immédiat de Baudelaire pour d'abord s'employer, bien sûr, à en accentuer le tracé. Tous ceux qui se réclameront de l'héritage de Baudelaire, et dont je vais dire un mot pour finir, feront fructifier le principe de l'incertitude lyrique tel que j'ai tenté de le définir. Quelques exemples, donc, que je vais évoquer très rapidement. Verlaine, tout d'abord, bien sûr, et notamment dans son article de 1865, qu'il publie dans l'Art, premier très grand texte, hein, de critique sur Baudelaire, et il s'interroge à ce moment-là sur les composantes du lyrisme baudelairien, et il en vient à isoler l'un des sujets éternels du lyrisme, finalement, à savoir l'amour, et il se demande comment l'expression amoureuse, l'expression des sentiments amoureux, se caractérise chez Baudelaire. Il écrit la chose suivante: l'amour dans les vers de Baudelaire, c'est bien l'amour d'un Parisien du XIXe siècle, quelque chose de fiévreux et d'analysé à la fois. La passion pure s'y mélange de réflexion. Alors, vous voyez, nous retrouvons effectivement, hein, ce dosage, cette hybridité, si vous voulez, si caractéristique, en effet, de ce que nous avons appelé la déliaison, hein, lyrique, c'est-à-dire l'incertitude lyrique. Et l'on sait d'ailleurs, par ailleurs, hein, quel sort Verlaine va réserver à cette incertitude lyrique immédiatement transposable chez lui dans des catégories qui seront l'indécision, l'imprécision poétique, hein, bon, des poèmes, des paysages tristes, par exemple, des poèmes saturniens, jusqu'à l'art poétique, hein, jusqu'à l'art poétique. De la même manière, deuxième grande figure post-baudelairienne, si vous voulez, hein, Mallarmé,
dans la symphonie littéraire, qui date également de 65, évoque l'univers imaginaire de Baudelaire, dont il s'applique à réagencer les composantes figuratives et symboliques, et notamment le ciel crépusculaire, euh, sur le compte duquel l'incertitude, précisément, déverse une déclinaison d'hypothèses qui atteste que toute fixation du sens semble ici impossible. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce texte que vous connaissez, qui est un texte fabuleux, de très beau poème en prose de Mallarmé. Donc, il évoque donc le couchant de Baudelaire. Ô prodige, dit-il, une singulière rougeur autour de laquelle se répand une odeur énervante de chevelure secouée, tombe en cascade du ciel obscurci. Est-ce une avalanche de roses mauvaises, ayant le péché pour parfum? Est-ce du phare? Est-ce du sang? Étrange coucher de soleil? Ou ce torrent n'est-il qu'un fleuve de larmes empourpré par le feu de Bengale du saltimbanque Satan qui se meut par derrière? Bien, voilà. Donc, on est dans l'enchaînement des possibles, si vous voulez, qui fait que nous ne pouvons pas établir un rapport fixe, assuré à, à la référence. Celle-ci est pouvant être, comme c'est le cas ici, bien sûr, purement symbolique. Alors, évidemment, il est remarquable par ailleurs que dans cette même symphonie littéraire de Mallarmé, Banville soit présent, n'est-ce pas, et soit loué par Mallarmé dans le texte qui suit, d'ailleurs, immédiatement. Mallarmé dit de Banville, je cite, qu'il est la voix même de la lyre, la voix même de la lyre, et qu'avec lui, on boit, dit-il, je cite Mallarmé, le nectar dans l'Olympe du lyrisme. Bien. Il est donc clair que dans la certitude lyrique est bien du côté de l'Olympe, c'est-à-dire évidemment de cette apothéose, de cette divinisation dont nous parlions tout à l'heure. Tandis que l'autre versant, si vous voulez, comme l'écrira Mallarmé plus tard dans le tombeau de Charles Baudelaire en 1894, l'autre versant, c'est celui de la bouche sépulcrale d'égout, bavant, rappelez-vous, boue et rubis, boue et rubis. Donc on retrouve évidemment les deux termes qui affichent l'effet de tension entre les contraires et qui réactivent ici les deux pôles antagonistes de l'alchimie baudelairienne, de la boue et du métal précieux et de l'or. Donc on voit très bien comment les choses se reconfigurent dans une réception quasi immédiate de Baudelaire. Il nous faudrait donc évidemment montrer à quel point les poètes de la modernité, les poètes de la fin du XIXe siècle, sont débiteurs à l'endroit de Baudelaire de ce capital paradoxal de l'incertitude lyrique. Et en cela, donc, tous dignes héritiers de l'auteur des Fleurs du Mal, de Rimbaud à la Forgue, en passant bien sûr par Tristan Corbière, et c'est pour finir tout à fait sur ce dernier que je voudrais mettre l'accent une minute, car il est sans doute celui qui assuma l'héritage baudelairien avec la plus vivace détermination, conscient qu'il était que le jeu suprême de la poésie, à l'heure des inventions parnassiennes, ne pouvait que faire fond sur un moi incertain, inutile et incertain, pour reprendre la formule que vous connaissez de Pascal à propos de Descartes, et un langage totalement excentré, c'est-à-dire littéralement privé de centre ou d'assises et condamné à une éternelle dérive sur l'orbe extérieur de la poésie. C'est donc à cette expérience totale de la défamiliarisation lyrique que nous conduit Corbière dans des poèmes que je ne vais pas citer car le temps est écoulé, comme par exemple le poème Ça ou le poème Épitaphe des Amours jaunes
de la première section des Amours jaunes, dans lequel vous trouvez une formule remarquable. J'ai lavé ma lyre. J'ai lavé ma lyre, ce qui signifie en argot, j'ai vendu, hein, j'ai soldé ma lyre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en contrepartie, il ne reste plus que ce décousu, hein, ce heurté, je reprends des catégories que Corbière lui-même utilise, où se perdent l'alliance naturelle, si je puis dire, du sujet et du langage, et donc par là même où se dissout la certitude d'un verbe que rien ne pourrait démentir. Donc, c'est donc à la source d'un nouvel ordre poétique, hein, que se trouve Baudelaire et que siège, si je puis dire, le concept renversé de l'incertitude lyrique. Ce nouvel ordre, il est ni relatif ni dogmatique, mais il est ouvert à une recherche en profondeur de ce qui s'appelle peut-être l'inconnu, hein, ce concept que va retenir Rimbaud en écho direct du dernier poème des Fleurs du Mal. L'inconnu, hein, qui n'est pas un autre monde, qui n'est pas un monde derrière le monde, mais qui est la recherche permanente à laquelle la poésie se voit, pour ainsi dire, condamnée dès lors qu'elle est ramenée à ce qu'elle est, c'est-à-dire une pratique historique et une pratique mêlée, en effet, forcément de composantes existentielles. C'est donc sur le versant de l'étrangeté, hein, étrange, coucher de soleil, dit Mallarmé, de l'étrangeté, de l'altérité fondamentale du moi et du monde, que désormais la poésie va se tourner. Et c'est en cela, sans doute, que Baudelaire est à l'origine de quelque chose. Hein. Et je voudrais, pour finir, citer cette formule de Pierre-Jean Jouve, hein, que j'extrais de son très beau livre sur le tombeau de Charles Baudelaire, tombeau de Baudelaire, pardon. Jouve écrit que Baudelaire annonce, dit-il, la grande mutation des valeurs, et du rationnel à l'irrationnel, dit-il, du prosaïsme de la pensée au mystère de l'invention. Au mystère de l'invention. Et je crois que cette formule-là résume assez bien ce qui constitue en effet l'originalité de Baudelaire. Ce mystère est du côté de l'invention, c'est-à-dire d'une recherche qui ne peut pas faire fi, bien sûr, des ressources du langage. Voilà, je vous remercie de votre écoute.